Bon, aujourd'hui, on va parler politique avec le gouvernement fédéral nouvellement formé et les impacts potentiels que ça va avoir sur l'immobilier. On est prêt? Concrètement, on en est à quel stade aujourd'hui sur ces mesures Arizona? C'est des choses qui sont entérinées, qui sont votées, qui sont. Est-ce que tout ce qu'on va évoquer par la suite est certain et définitif? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après plus de 230 jours de négociations, on a enfin un gouvernement et que toutes les mesures qui ont été annoncées dans l'accord du gouvernement doivent être encore rédigées, votées et entrer en vigueur. Donc déjà, par rapport à toutes les mesures fiscales, l'entrée en vigueur est a priori pas avant le 1er janvier 2026. Donc, pas le feu au lac. On doit d'abord attendre d'avoir les textes pour pouvoir vraiment clairement se positionner. Mais a priori, il y a quand même des grandes chances, ou malchances, on va le voir, que ça arrive d'une manière ou d'une autre à partir de 2026. En tout cas, c'est l'accord du gouvernement. Donc ça veut dire que le gouvernement s'engage à mettre en place les mesures qu'ils ont reprises dans leurs notes. Ok, Xavier? On ne peut pas être plus complexe que ça. Et pour l'instant, on est vraiment dans une procédure où on nous a annoncé beaucoup de changements. On ne sait pas encore, et on va le voir à travers les différentes questions ou thématiques en tout cas qu'on a pu préparer, qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on avance gentiment à l'aveuglette parce qu'on ne sait pas, parce que les textes ne sont pas encore là pour être bien clairs et bien précis sur tous les différents points. Moi, je vais référencer un petit peu ces mesures qui vont avoir un impact sur l'immobilier. Et je pense qu'une des plus médiatisées, c'est finalement la taxe sur les plus-values. Alors Hassan, je te mets au défi de me faire comprendre simplement déjà de quoi il s'agit. Mais donc déjà, effectivement, le gouvernement après toute une série de négociations, d'âpres négociations, s'est plus ou moins mis d'accord sur un événement qui est extrêmement important, mine de rien, dans le paysage fiscal belge. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir comme ils appellent ça, une contribution de solidarité, une nouvelle taxe sur les plus-values des actifs financiers et des crypto-avoirs. D'accord. Et donc, effectivement, c'est un élément qui est vraiment, vraiment très important, très intéressant, parce que la Belgique était un des rares pays qui ne taxait pas les plus-values sur sur le patrimoine. On va dire, on avait la gestion en bon père de famille, non spéculative et autres. Et ici, maintenant, on a introduit un pourcentage. Oui, c'est quand même assez grave. On se rattrapait sur d'autres taxes, globalement. Alors, globalement, on reste le pays le plus taxé du monde. Tu sais à quel point ce concept-là m'est cher. Je pense, enfin, m'est cher pour tous les Belges. Je crois qu'on est tous très contents de vivre dans le pays le plus taxé du monde sur les revenus professionnels, mais en tout cas sur les revenus donc tirés du patrimoine, sur le rendement du patrimoine, on était quand même assez bien lotis. Ici, il faut savoir que nos pays, les pays concurrents, les pays limitrophes, si on va dire ça comme ça, ont déjà ce genre de taxes, que ce soit la France, que ce soit au UK. On va être aux alentours de 30% en France, 18% au UK. Je pense qu'en Allemagne, on est entre 20 et 25%. En Belgique, on était à 0. Donc ici, maintenant, on a une contribution de solidarité qui est fixée à 10%. Avec un calcul, on voit en fait que les négociations ont été longues, on a un compromis qui tient la route globalement, mais il y a quand même certains effets pervers qu'on va voir arriver. Donc 10%, globalement, ça reste malgré tout plus intéressant que nos voisins. Alors, que nos voisins, oui, mais 10%, c'est bien plus que 0. Donc, globalement, voilà. Et puis, l'histoire, ou en tout cas l'expérience, montre que, globalement, on avait aussi une taxe qui était de 0 sur le bonus de liquidation, donc sur la liquidation de certaines sociétés, qui est passée à 10, puis qui est passée à 30. Donc, tout d'un coup, on était à 0, maintenant, on est déjà à 10. Puis, est-ce que l'avenir, le futur va faire en sorte que le pourcentage va changer? C'est beaucoup plus facile de changer un pourcentage que d'instaurer une nouvelle taxe. Donc ici, c'est vraiment, je pense qu'on sous-estime cet impact-là. Et globalement, encore une fois, dans une logique dans laquelle la Belgique doit rester compétitive, doit être compétitive, parce que, encore une fois, le pays le plus taxé du monde sur le revenu du travail, est-ce que c'est un bon signal? Je ne suis pas vraiment certain. Concrètement, pour l'immobilier, comment ça va se calculer? C'est quoi? C'est sur les ventes d'immeubles, la plus-value qu'a pris ton immeuble au fur et à mesure des années? Alors, ici, on est vraiment en train de parler des plus-values sur les actifs financiers et sur les crypto-actifs. C'est déjà assez important de dire, on va parler des investisseurs et c'est pas lié en fait à l'immobilier. Donc attention à ça. Oui, donc ici, on est vraiment sur les actifs financiers. Donc je vends des actions, j'ai acheté des actions, je les ai placées et je les revends. Je crée une entreprise, je la développe et je la revends. Et donc c'est vraiment dans ce scénario-là qu'on va devoir être taxé. D'un autre côté, pour les crypto-actifs, ça donne une espèce de sécurité juridique également. Donc, globalement, on était sur la spéculation à 33%. Il y avait un peu un flou, même s'il y a certaines circulaires administratives qui avaient été publiées qui déterminaient une manière d'imposer les crypto-actifs. Maintenant, on sait qu'on sera
manger à 10%, entre guillemets, si je peux utiliser cette expression-là. Et globalement, pour le détail des plus-values, sur justement-là, il y a vraiment 3 catégories d'investisseurs qu'il faudra reprendre. Donc, je suis désolé, je suis un peu technique dans un podcast, mais c'est important. Mais donc, on va différencier les petits investisseurs qui vont faire une plus-value qui va être de 0 à 10 000 euros. Ceux-là auront un impôt à 0%. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose d'assez intéressant. Je suis un investisseur relativement petit, ici défini dans l'accord du gouvernement. Pas de taxes. J'ai l'investisseur moyen qui va détenir en fait moins de 20% de capital dans une société. Donc j'ai acheté des actions qui représentent 2, 3, 4, 5% d'une société où je détiens ce pourcentage-là. Je revends, mais ma plus-value est supérieure à 10 000 euros. D'accord? À ce moment-là, je serai taxé à 10% sur tout ce qui dépasse. Okay. Et la troisième et dernière catégorie, c'est ce qu'on appellera les grands actionnaires. Ce sont des personnes qui vont détenir plus de 20% d'une entreprise, qui vont la vendre en faisant une plus-value évidemment. Et là, on va être taxé sur certaines tranches de 1,25% jusqu'à 10%. Okay. Donc voilà, donc c'est vraiment conséquent. Qui est quand même conséquent. Il y a certains exemples qui fleurissent déjà un peu partout. Et effectivement, ça reste une taxe qui va être un game changer. Et une taxe supplémentaire, il n'est pas prévu de supprimer une autre taxe ou de réduire une autre taxe à côté. Alors, de manière générale, si on rentre un peu plus dans le détail, je pense qu'avec l'inversion de la pyramide des âges et autres, la Belgique a un problème de dépenses, que ce soit des dépenses sociales ou des dépenses fiscales ou des dépenses structurelles, mine de rien. Et donc, clairement, on disait qu'il n'y allait pas avoir de nouvelles taxes, en tout cas, c'était les promesses électorales. Ben là, globalement, il y en a une. Oui, et pas des moindres. Du coup, si on en revient à l'immobilier en tant que tel, quel est l'impact que va avoir cette taxe sur les plus-values potentiellement sur les investisseurs immobiliers? Je pense que de toute façon, il va falloir que le texte soit un petit peu plus clair, parce que pour le moment, on ne sait pas si on va parler d'un portefeuille global, de société à société. J'entends par là que si on veut aller contrebalancer, on pourrait créer X sociétés pour ne jamais dépasser les 10 000 euros de bénéfices, etc., etc. Voilà, on a quand même tous des éléments qui manquent pour bien se rendre compte de l'impact. Ça, c'est un des points qui est assez important. Le deuxième point qu'on n'a pas non plus, sauf erreur de ma part, c'est la durée. Est-ce qu'on parle de tous les actifs depuis le 1er janvier 2025 ou est-ce qu'on va parler d'un actif qui a 50 ans? La plus-value n'est pas la même, surtout en immobilier ou quoi que ce soit. Donc, tous ces éléments-là vont être quand même importants de se rendre compte. Pour pouvoir dire l'impact que ça va avoir, ça va dépendre de la réforme qui est faite derrière. Il est clair que pour l'instant, il y avait un certain avantage parfois à pouvoir avoir un patrimoine familial en société pour pouvoir le passer plus facilement à ses enfants. On a vu déjà qu'au fil des années, cette situation était de moins en moins idéale ou de moins en moins facile pour ce point-là. On rajoute en fait une complexité dans les différents calculs qui n'est pas simple, et je suis ravi d'être agent immobilier et pas comptable. Sur le sujet. Voilà. Et toi, Hassan, du coup, ravi d'être comptable. Oui. Alors pour le coup, moi j'ai eu la chance d'être expert comptable. Donc en plus de ça, c'est voilà de prouver. Mais globalement, je pense que effectivement, il y a tout un cadre législatif. Donc la loi va devoir être rédigée, voté, approuvé et ainsi de suite. Donc il y a quand même un long processus avant d'avoir le texte définitif. Globalement, on parle effectivement de ne pas avoir d'effet rétroactif, donc d'accord, mais il y a des questions qui se posent. Je suis totalement d'accord avec toi. La valorisation aussi d'une société familiale depuis plus de 50 ans, à quel moment et ainsi de suite. Donc il y a vraiment pas mal de paramètres qui doivent être encore impactés. Et effectivement, il y a moyen de jouer avec certaines notions législatives. En tout cas, encore une fois, lorsqu'on aura le texte définitif, mais il y a toute une série de donations qui pourront être faites avant de considérer une vente et ainsi de suite, justement pour se retrouver dans certains paliers. Donc, il faut voir les règles du jeu qui vont devoir imposer. Wait and see. Ouais. Bon, un deuxième changement prévu par le nouveau gouvernement, c'est de supprimer le dernier avantage fiscal fédéral qui profitait aux multipropriétaires, c'est-à-dire la fin de la déduction ordinaire d'intérêt.
Bon, je me retourne de nouveau vers toi. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc tu te rappelles bien de notre précédent podcast de l'année passée sur la taxation effectivement donc des loyers et des secondes résidences. De manière générale, un des avantages qu'on avait encore en Belgique, c'était qu'on avait la possibilité de déduire les intérêts sur les emprunts contractés pour acquérir une seconde résidence ou un bien immobilier d'investissement. Et donc ça nous permettait vraiment d'avoir, donc en Belgique on n'est pas taxé sur les loyers, on est taxé sur le revenu cadastral qui est indexé et revalorisé. Et donc, de ce montant-là, on en tire en fait un revenu fictif en tout cas de nos biens immobiliers. De ce revenu fictif, on avait la possibilité de déduire les intérêts. Et donc, c'était multicouche. Ça veut dire qu'on globalisait tous les biens d'investissement qu'on avait. Ça nous donnait, des revenus cadastraux qu'on revalorisait, qu'on indexait. Ça nous donnait un montant. De ce montant, on pouvait déduire tous les intérêts qu'on payait, l'acquisition, la rénovation, et ainsi de suite. Donc, tous les intérêts qu'on a sur les emprunts qu'on a contractés dans le cadre de biens immobiliers d'investissement ou de seconde résidence étaient déductibles de ce revenu imposable. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Alors, encore une fois, est-ce qu'on parle des nouveaux emprunts? Est-ce qu'on parle des anciens emprunts? On ne le sait pas, on le verra lorsque la loi sera votée et approuvée. Mais globalement, c'est vraiment aussi, je trouve, un game changer. C'est extrêmement fort ce qu'ils ont pensé parce que c'était quand même un des derniers avantages. Et non des moindres. Et non des moindres, parce que, encore une fois, globalement, ça permettait d'éviter de payer de l'impôt sur ces loyers, parce qu'encore une fois, le revenu cadastral est quand même généralement plus faible que les loyers effectifs qu'on perçoit d'un immeuble de rapport. Et en fait, ça contribuait au rendement locatif qu'on en tirait. Et globalement, pour le coup, je trouve que cette mesure amène, en réalité, un impôt supplémentaire, une imposition supplémentaire à des petits investisseurs. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain nombre d'investissements, de toute façon, les gens, pour éviter la requalification, passaient par une société. Et là, dans les sociétés, la déduction des intérêts continue et ainsi de suite. Et donc, ce sont les personnes qui ont un appartement, 2 appartements ou 3 qui sont impactées. Et est-ce que c'est vraiment le principe de solidarité que le gouvernement voulait mettre en place? Je suis pas convaincu. On passe à côté de l'objectif. Ouais, franchement, je trouve. Je trouve, parce que globalement, encore une fois, des gens qui ont 1, 2, 3 appartements, qui ont travaillé, qui ont placé, entre guillemets, dans la brique, parce que le Belge a une brique dans le ventre, mais globalement, c'est eux qui vont être directement impactés. Ceux qui ont la possibilité d'avoir 5, 10, 15 biens immobiliers étaient déjà en société, et là, la déduction reste. Il n'y a aucune taxation qui est prévue pour les personnes qui sont en société? Non, supplémentaire, non. Hormis s'ils vendent leur société, il y aura les 10%, comme on l'a mentionné juste avant. Mais de toute manière, est-ce que les sociétés patrimoniales avaient vocation à être revendues ou plutôt être transmises à la génération suivante? Encore une fois, alors on loupe 2 fois. Ok. C'est d'autant plus dommage qu'on voit très bien que ce sont ces premiers appartements qui sont compliqués à avoir en investissement. C'est là où quelque part c'est assez dur. On a la chance d'avoir 20 appartements en gestion. Mais avoir le 21e, c'est pas si compliqué que ça. On a un certain avoir à la banque pour pouvoir avoir un crédit, on a des facilités, etc., etc. Par contre, quand on a son premier bien, on est propriétaire, on se dit ok, je vais déménager. Est-ce que je peux me permettre avec mon train de vie de garder mon premier appart? Si là les règles changent, ça va aussi rechanger tout le mindset de base. Et donc, comme on dit très bien, on passe à côté de l'objectif. Oui, finalement, tu parlais de cette pyramide inversée où finalement on vit plus tard, etc. La brique permettait de se constituer un supplément de pension. Là, on passe de nouveau un petit peu à côté, globalement. Clairement, je suis totalement d'accord avec ça. Et puis, de manière générale, s'il touche au crédit en cours, c'est quand même toucher à une règle du jeu pendant qu'on jouait. Et donc, en fait, on a investi, on a compté sur un rendement, et puis tout d'un coup, ce rendement va être affecté. Pour ceux qui ont calculé trop juste, peut-être que même ça va leur créer en fait un déficit dans leur calcul de rendement. Et est-ce que c'était vraiment ça l'objectif? Je ne suis pas convaincu. Du coup, potentiellement, une vente en masse d'appartements à titre d'investissement, Xavier? On va d'abord attendre le texte et voir comment ça va être voté, bien entendu. Il va falloir voir, ça va dépendre où les gens sont, est-ce que c'est dans un crédit, etc., etc. Est-ce qu'on a ce côté rétroactif ou non? Je pense que ça va vraiment avoir un véritable impact. Par contre, on va peut-être avoir un changement de mindset dans une optique de je déménage, est-ce que je sais me garder mon bien? Là, on va peut-être
par contre, avoir une évolution et d'avoir plus de gens qui, malheureusement, vont pas réussir à pouvoir garder leurs biens. Et souvent, comme tu le dis très bien, c'est souvent quelque chose qui est fait plus avec un objectif pour la pension. Ok. Est-ce que tu aurais, alors c'est un exercice pas facile sur un podcast, mais un exemple chiffré de ce que ça pourrait changer pour un investisseur lambda, cette déduction, comment ça s'appelle, déduction ordinaire d'intérêt? Alors, tu sais quoi? Oui. Oui. J'ai effectivement, comme si je n'avais pas vu venir. Voilà, et donc pour le coup, je prends mon petit mémo. Mais donc globalement, si on prend un appartement qui a été acheté, ici je vais essayer de calculer le rendement locatif, d'accord? Et donc l'impact que cette mesure a sur son rendement locatif. Ok. Donc on va prendre le même scénario, donc un prix d'achat d'un appartement, disons, enfin peu importe, d'un bien immobilier à 800 000 euros. Dans mon exemple, on paye 15%, que ce soit les droits d'enregistrement, les frais de notaire, les frais accessoires, 120 000 euros. Donc on a un total coût de projet de 920 000 euros. Ok, jusque-là, on est d'accord. Loyer annuel, 41 400 euros. Ok, alors dans mon exemple, il est repris ici, et honnêtement, je le tire d'une littérature, je veux dire, récente. On va, c'est pas moi qui l'ai refait, hein, je n'aurais pas la prétention de le dire. Mais en tout cas, c'est celui qu'on a présenté au cabinet, c'est celui qu'on présente aux clients actuellement pour qu'ils comprennent l'impact sur, je veux dire, leur rendement. On a une mensualité de crédit, et donc, disons qu'on a une charge d'intérêt qui est de 19 200 euros. D'accord, donc 41 400 de loyer annuel, 19 200 euros. En Belgique, comme on l'a dit, on est taxé sur le revenu cadastral indexé majoré. Donc, on va dire que dans ce cas présent, on a une base imposable de 9 200 euros. Donc, revenu cadastral indexé majoré. Bon. Là, jusque-là, les deux scénarios, on arrive à la même chose. D'accord. Ensuite, d'un côté, on pouvait déduire les charges d'intérêt. D'accord. Et donc, notre revenu cadastral, le revenu imposable, pardon, devenait zéro. Donc, les 9 000. Les 9 000 deviennent zéro parce que j'ai payé plus de 9 000 euros à la banque dans mon crédit hypothécaire. Jusqu'à là, on est d'accord. Donc, on n'avait pas d'imposition. Et donc, le rendement qu'on avait, c'était les loyers sur le coût total du projet. On avait un rendement de 4,50%. Okay. De l'autre côté maintenant, j'ai ma base imposable de 9 201 euros. On est dans le pays le plus taxé du monde, donc on va prendre la tranche marginale parce qu'on va dire que c'était quelqu'un qui travaillait et qui a épargné. Ah oui, 100 000, il y a des chances. Hein. Voilà, effectivement. Mais donc, disons que c'est un immeuble de rapport, hein, déjà pour avoir 41 200 euros de loyer. Mais donc, sur les 9 201 euros, si on prend la tranche marginale d'imposition, on paierait 50% et les taxes communales, donc disons 4 600 euros. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les loyers perçus, on va diminuer de cette nouvelle taxe, donc cette taxe supplémentaire, 4 601 euros. Donc, on a un total en main de 36 800 auquel on va comparer notre total coût de projet et ça nous donne un rendement de 4%. Donc, on voit que la différence, donc l'impact de cette mesure, c'est de 4,50 d'un côté, 4 de l'autre, donc on perd un demi-point. C'est quand même important pour ceux qui ont calculé trop juste. C'est vraiment, c'est intéressant. Je vais même le dire autrement, parce que souvent, quand on parle de pourcentage, on pourrait dire un demi-point, mais on pourrait dire que c'est plus de 10%. Oui, entre 4,5 et 4, c'est 10% d'écart. Donc en fait, je crois que c'est encore plus parlant pour les gens qui sont moins matheux de le voir sous cet angle-là, parce que c'est un vrai impact. Tu veux dire que je suis matheux? En tout cas, le calcul était bon. Xavier, est-ce que du coup, on pourrait se dire que ça va avoir un effet pervers sur les locataires où finalement le propriétaire, comme il a envie de se retrouver dans ses clous, il a fait ses calculs, il n'a pas envie de tomber sur revendre son immeuble ou ne plus rentrer dans ses projections. Est-ce qu'il pourrait augmenter simplement le loyer et du coup on se retrouverait dans une situation complètement détournée par rapport à l'objectif principal? C'est toujours le risque en Belgique, de quelque part, ce qu'on va essayer de prendre à gauche, on va essayer de le récupérer à droite, d'une façon ou d'une autre. Il y a un premier garde-fou qui a été mis par rapport au loyer, c'est que si ce sont des baux qui sont déjà en cours, qu'on est sur du court terme, etc., on ne peut pas l'indexer. Maintenant, dans le cadre ici qu'on vient d'évoquer, si c'est un immeuble de rapport, qu'on a fait des gros travaux dedans, quoi que ce soit, que ce sont des nouveaux baux, si on vise une rentabilité point barre, on risque de vouloir effectivement tirer ces loyers vers le haut. Maintenant, attention que si on tire de trop, finalement ça va pas se louer, donc on va avoir un vide locatif et que parfois pour récupérer un mois de loyer en vide locatif pour un delta de 100 euros, il faut presque un an. Donc
faudra voir le jeu qui est derrière, mais oui, tout le monde va essayer de récupérer le plus possible et de se dire, bon, ce que j'ai perdu à gauche, je vais essayer de le récupérer à droite. Je pense que malheureusement, c'est assez humain dans l'investissement. Puis de manière générale, le Belge étant spécialiste de l'optimisation fiscale, je pense qu'est-ce qui va se passer, c'est que pour éviter, encore une fois, le risque de requalification et de perdre un point de rendement, en fait, c'est de créer une société, de constituer une société, à ce moment-là, de faire ses investissements immobiliers via une société patrimoniale et passer après par des donations et autres. Donc, pour le coup, est-ce que ça va clairement, les locataires, à mon sens, vont être impactés parce qu'on va perdre, on va vouloir le récupérer. Et de l'autre côté, les futurs investisseurs, pour ne pas être freinés dans leur élan d'investissement immobilier, vont peut-être, je suppose, je pense en tout cas, s'orienter vers une société immobilière. Ce qui n'est pas non plus donné à tout le monde, parce que la société immobilière, c'est une double comptabilité. Enfin, c'est une comptabilité supplémentaire et autres. Donc c'est aussi, alors il y en a qui n'ont pas de souci avec ça, mais il y en a où dans leur tête, c'est j'investis dans de la brique, j'ai un chouette contact avec mon locataire et ça s'arrête là, façon de parler. Voilà, exactement. En fait, on va aller professionnaliser directement un investissement et donc je pense aussi qu'il y a des gens qui vont être un peu plus freinés par ce point-là. Ouais. Dans quelle mesure c'est un calcul d'opportunité en fait, parce qu'en réalité l'impact de la surtaxe sur la non-déduction des intérêts, il est important, tu le disais 10%, c'est un demi-point, mais globalement quelqu'un qui a un bien immobilier clairement constitué une société, pour ça c'était pas le cas, et lui c'était vraiment bien pour lui d'avoir cette déduction d'intérêt, ça améliorait son rendement. Mais quelqu'un qui va déjà faire son deuxième ou son troisième, en fait, le gain qu'il aurait de par cette perte de non-déduction, en fait, via le passage en société, il récupérerait, même s'il doit payer un expert comptable pour le faire. Écoute, tu as un peu anticipé ma prochaine question qui est finalement comment est-ce que tu optimiserais le portefeuille de tes clients qui se retrouvent dans cette situation avec 1, 2, 3 biens, donc les petits propriétaires, bons pères de famille. Toi, ton conseil alors actuellement, c'est plutôt de passer en société? Alors honnêtement, pour l'instant, nous on a préconisé une communication envers nos clients qui disait wait and see. Okay. Attendons de voir est-ce que les anciens emprunts seront impactés par la mesure ou non. Donc pour l'instant, vraiment, nous on reste très fort, en tout cas très proche du dossier, très fort en attente. On essaie de comprendre. On a différentes notes administratives, les fameuses notes de waiver qui sont sorties un peu dans la presse. Pour l'instant, il y a même des petits post-it qui n'ont pas été retranscrits qui ressortent. On a vu ça dans la presse récemment. C'est un peu oserais-je dire, du grand n'importe quoi, mais globalement, il faut attendre la loi maintenant. Voilà, faut être sérieux à un moment donné. On doit vraiment avoir un cadre législatif qu'on espère clair, qui va permettre de pouvoir conseiller au mieux ses clients. Mais si cette mesure devait passer avec un effet rétroactif, oui, globalement, il faudrait faire un peu de cas par cas. Celui qui a un appartement, il serait vraiment malheureusement, il va perdre son rendement et that's it. Et s'il n'arrive pas à s'y retrouver, probablement vendre. Donc, est-ce que ça va accélérer un système de vente en cascade? Bon, je suis pas convaincu, mais peut-être. Et celui qui a déjà l'occasion de faire un deuxième ou un troisième investissement, structurer une société immobilière ferait du sens dans ce cas-là, parce que ça permettra d'économiser plus que la déperdition. Ok, super clair. Et notamment, toujours dans ce wait and see, voir comment la taxation sur les plus-values va être mise, parce que si effectivement on switch et qu'on se dit qu'à partir de 3, on passe dans une société, le jour où on veut la revendre, on a aussi cette taxation qui intervient. Donc, ce qu'on va peut-être gagner en créant la société, on va peut-être le reperdre le jour où on le revend. Oui, c'est clair. Après, moi, la réalité de ce que je vois, c'est que la plupart de mes clients, c'est pas un fait certain et général, mais quand on constitue une société patrimoniale, on va investir 1, 2, 3, 4, que sais-je, un certain nombre de biens, et puis après, il y a une logique de transmission vers la génération future à ses enfants. Donc là, on va passer par un système de donation et autres, qui a priori, pour le moment, en tout cas, a un régime fixe et cadré, et on tombe pas sur la taxation de la plus-value. Donc, en tout cas pour les héritiers, il faut pour les enfants. Donc, globalement, c'est à ça que ça ressemble. Super clair, ok. On peut peut-être passer à une autre mesure. La TVA 6% pour les démolitions reconstructions. J'ai l'impression que ça, on en parle tous les 6 mois. Concrètement, le gouvernement a prévu d'élargir le champ d'application pour les démolitions-reconstructions. Xavier, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où on démolissait un bâtiment d'une certaine taille et qu'on reconstruisait dessus pour du logement, on pouvait sauter de la TVA à 21% et de rester sur une TVA de 6%.
Donc c'est quand même un gain de 15% quand on voit l'augmentation du prix des matériaux et de la main-d'œuvre. C'est vrai que c'est assez intéressant et ça permet de quelque part aller faire des projets à des endroits bien précis en tant que tel, c'est quand même assez intéressant. C'est intéressant. Exactement. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que c'était une mesure qui était provisoire, qui est devenue définitive, qui maintenant est adaptée. Donc, l'important, c'est de dire que cette mesure, normalement, va pouvoir être continue dans le temps. Bon. Il y a effectivement une logique de reconstruction avec une certaine surface à respecter pour bénéficier des 6%. Et alors, on va devoir à un moment définir qu'est-ce que c'est une rénovation, qu'est-ce que c'est une reconstruction. Ça menait pas mal de questions, en tout cas, dans une certaine forme de subjectivité dans les précédents textes. Donc, on attend vraiment une clarification pour pouvoir bénéficier de ces fameux 6%. Et de mémoire, les constructeurs professionnels étaient exclus de toute manière de cette mesure. En tout cas, dans le neuf, les promotions immobilières. Voilà. Donc ici, on est vraiment sur une démolition-reconstruction par une personne privée qui va l'affecter à son logement et qui va s'engager à ne pas dépasser une certaine surface de reconstruction pour pouvoir bénéficier. L'idée, en fait, c'est vraiment de promouvoir la rénovation énergétique, la reconstruction de certains biens, sans être, je veux dire, une villa 4 façades à Rode-Saint-Genès. Donc je me demande si on n'a pas limité à 175 mètres carrés. C'est ça, la nouvelle mesure. En tout cas, dans les nouvelles mesures d'accord du gouvernement, on est effectivement passé de 200 mètres carrés à 175 mètres carrés pour les surfaces à reconstruire. Il y a d'autres critères d'acceptation ou des petits caractères en bas de page qu'il faut savoir pour bénéficier de ces 6%, j'imagine. Alors, on est en Belgique, donc évidemment, il y en a toute une série. Maintenant, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la surface et cette fameuse définition entre rénovation, reconstruction et que les promoteurs professionnels sont exclus du régime. Ok. Finalement, dans un contexte du marché neuf qui est peut-être qui a du mal à garder la tête hors de l'eau, je dirais, surtout en Flandre, est-ce que vous pensez que cette mesure, elle va avoir un impact positif, négatif sur ce marché, en sachant justement que potentiellement les promoteurs immobiliers sont de nouveau exclus de ce calcul? Honnêtement, la projection, elle est compliquée. On a vu que la Flandre a réagi au quart de tour quand la Wallonie est passée à 3% des droits d'enregistrement, ils sont passés à 2%. Donc, il y a déjà une certaine facilité. Ça veut dire qu'on va peut-être aller plus chercher effectivement à acheter en Flandre un bien vraiment plutôt alors à démolir, mais de moins de 175 mètres carrés. Oserait-on jeter la pierre dans le marasme? Qu'est-ce que c'est 175 mètres carrés? Est-ce que c'est sur plan, intramuros, habitable, avec ou sans la cage d'escalier? Enfin, on n'a toujours pas de loi Carrez en Belgique, donc je le dis en rigolant parce que la limite sur une construction avec un architecte, c'est quand même beaucoup plus facile d'y voir assez clair. Mais oui, on pourrait effectivement aller chercher dans ce genre de biens-là. Et si mes souvenirs sont bons, dans la note, on parlait aussi peut-être de granges qui seraient du coup considérées dedans. Donc peut-être alors du coup essayer de vraiment trouver le bâti le plus pourri, façon de parler, pour essayer de le transformer en habitation. Ça peut avoir un impact positif, mais on parle d'une toute petite part du marché. C'est vraiment pas grand-chose. Ça passe à beaucoup de dossiers. Qui sont prêts à démolir une grange pour en faire une habitation. C'est ça, exactement. 275 mètres carrés maximum. Des granges de 175 mètres carrés, c'est quand même assez limitant. Voilà. Ok. Prochaine mesure, on parle aussi de la modernisation de la loi Bren, qui donc est une mesure qui protège les acheteurs d'un bien soit acheté sur plan ou en cours de construction. Xavier, rapidement, tu nous expliques en quoi consiste cette mesure et finalement ce que le nouveau gouvernement prévoit vis-à-vis de celle-ci. Alors, il faut savoir que la loi Bren, c'est une loi qui date de 71. Donc, quelque part, on est en 2025. Vouloir un petit peu la moderniser, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une loi qui est arrivée après un système de Ponzi dans l'immobilier en tant que tel, où on a utilisé l'argent de l'un pour construire le bâtiment de l'autre. Et quand tout s'est écroulé, il y a des gens qui avaient non seulement payé un appartement, mais qui en plus de ça ne se retrouvaient sans cet appartement. Donc ils ont dû en racheter un, donc ils l'ont payé quelque part 2 fois. La loi Bren est arrivée, elle a quelque part beaucoup d'avantages en tant que telle, et elle a des conditions assez strictes. Et donc on voit effectivement qu'au niveau des promoteurs,
le promoteur qui peut passer en loi Brain, c'est déjà un promoteur qui a des reins financiers assez conséquents, parce qu'il faut aller mettre une certaine sécurité financière à la banque, ou en tout cas avoir des assurances qui permettent et quand on est un petit promoteur ou qu'on fait ses premiers projets, ça coûte parfois même trop cher de se lancer là-dedans. On a du coup, avec la loi Brain, un paiement par tranche en fonction de ce qui a été construit. Donc ça évite quelque part ce système qu'on a vu la première fois de financer avant que ça ne sorte de terre, etc., etc. Donc tous ces éléments-là, ils sont quand même assez intéressants. Ici, dans la modernisation, ou en tout cas dans la révision qu'ils veulent aller faire, de nouveau, on attend les textes parce que rien n'est très très clair à l'heure actuelle, mais on parle de quelque part plus de contrôle et des sanctions plus conséquentes sur les promoteurs qui ne joueraient pas le jeu en tant que, ce qui est donc franchement assez positif de nouveau pour protéger le consommateur. Donc tout ce qui est fait est vraiment pour protéger le consommateur. Donc du point de vue acheteur, c'est plutôt assez positif. Est-ce que tu penses que c'est un réel changement ou c'est plutôt une procédure administrative, une énième procédure administrative? Sincèrement, je n'ai pas d'exemple concret où je me dis, ah ben tiens, ça veut dire que potentiellement sur ce projet-là, à Bruxelles, il y aurait eu des énormes changements. De tous les retours que moi j'en ai eu, c'est soit on était en loi Brain et on la respectait, soit en fait on ne rentre pas dans la loi Brain parce qu'on ne sait pas se le permettre, parce que c'est trop contraignant, et ça change. Et les biens qui ne sont pas en loi Brain, ils ont d'autres soucis. Typiquement, on ne peut pas vendre sur plan un bien qui n'est pas encore construit. On peut sortir quelque part de la vente beaucoup plus facilement. Donc ça veut dire que le promoteur qui fait un projet sans loi Brain, il est obligé de tout vendre quand tout est limite terminé, qu'il y a eu en tout cas la réception provisoire. Avant ça, toute personne qui souhaite sortir de la vente sait le faire avec pas mal de facilité. Donc on est sur deux régimes qui sont diamétralement différents. Par contre, effectivement, aller mettre des sanctions supplémentaires sur quelqu'un qui ne joue pas le jeu, ça je trouve que c'est effectivement très intéressant, mais on est sur du pur administratif. Le consommateur final, je pense pas qu'il va avoir une grande différence. Ok. Prochaine mesure, ça concerne l'ajout automatique d'une clause suspensive d'octroi du crédit. Finalement, les conditions suspensives d'octroi du crédit, donc le fait que on rajoute une petite note en disant j'achète ce bien sous condition que la banque m'octroie les 200 000 € nécessaires au financement, ça serait automatiquement rajouté dans l'offre. Dans le compromis, en fait. Directement dans le compromis, et un compromis ne serait pas valable si la clause ne s'y retrouve pas. La même chose, on peut le voir du côté de l'acheteur, c'est une sécurité supplémentaire. Alors, bien entendu, en tant qu'agent, on entend des clients ou des propriétaires qui ont peur qu'on va jouer avec cette clause pour faire semblant qu'on n'a pas l'obtention d'un crédit parce que finalement le projet a changé, parce qu'on n'aime plus le bien dans lequel on veut investir, etc., etc. Dans les faits, en 15 ans d'immobilier, je pense que j'ai eu une suspicion sur un dossier en tant que tel, donc c'est vraiment très minime. Donc quelque part, si c'est protéger l'acquéreur d'une façon plus forte, je pense sincèrement que c'est bien. Le seul problème, c'est que dans une vente immobilière, il y a deux parties. Il y a le vendeur et l'acheteur. Et c'est vrai qu'au niveau du vendeur, pour lui, dans tout un nombre de cas quand même assez conséquents, avoir une offre sans clause suspensive de la part d'un acheteur lui permettait aussi de s'engager, lui, dans un autre achat immobilier. Souvent, ce qu'ils veulent éviter quand on est vraiment en train de jouer aux semaines près ou aux mois près, c'est un crédit pont le plus court possible. Parce que le crédit pont au niveau bancaire coûte objectivement très cher. Et donc là, on se rend compte que si on a une clause suspensive obligatoire, on ne sait plus jongler quelque part parfois avec des actes signés le jour 1 ou le jour 2 pour éviter ce crédit pont. On va quelque part un petit peu rallonger ces délais et donc pour le vendeur c'est moins intéressant. Et pour le vendeur qui vend son bien dans lequel il a déjà vécu, ça va lui rajouter quand même une sorte de pression supplémentaire de se dire est-ce que ma vente elle est vraiment actée ou pas actée? C'est pas si simple que ça. Donc c'est pas mitigé. Je suis un peu mitigé. Je pense que on aurait sorti cette clause au moment du Covid avec les faire offre à partir de les prix qui s'envolaient, des gens qui sous la pression peu importe laquelle, ont été mettre beaucoup trop d'argent pour acheter un bien
et qui finalement se retrouvent un petit peu avec la corde au cou, je pense que là, ça aurait été positif. Au jour d'aujourd'hui... Surtout que c'était aussi un levier de négociation, je trouve, en tant qu'investisseur. C'est-à-dire faire une offre sans conditions suspensives et puis négocier un peu le prix à la baisse. Je trouvais que ça avait son charme, ça avait son intérêt, sa logique. Maintenant, si de toute façon tous les compromis ont une condition suspensive, je trouve que cette cartouche-là, on peut plus l'utiliser. C'est pas justement pour privilégier des personnes qui auraient besoin d'avoir un financement, donc potentiellement des profils peut-être un petit peu moins financièrement aisés et qui seraient justement moins capables de se battre face à des investisseurs, tu l'as dit toi-même. In fine, on va juste se retrouver alors avec des prix qui montent. Tu vois, si on doit se battre avec la condition suspensive, au final, l'investisseur qui avait la possibilité de mettre un peu moins et de se prévaloir, de ne pas devoir mettre une clause suspensive, va peut-être ajouter 5 000, 10 000 euros en plus, là où le primo-acquéreur va peut-être pas se permettre. Donc, in fine, on est encore à côté. Encore une augmentation des prix, finalement. C'est soit une augmentation, soit parce que ton élément, effectivement, il est tout à fait percutant de dire mais à qui est-ce que ça va profiter, et on pourrait penser dans ces éléments-là, mais quand on a une vente, on a quand même souvent des discussions avec nos acheteurs. On a des discussions aussi avec le vendeur. Et le vendeur, il est quand même assez curieux de savoir, tiens, qui achète. Et là, au niveau des vendeurs, on a de tout. On a des gens qui vont préférer la sécurité et qui, du coup, vont préférer une offre jusqu'à quelques jours sans clause. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Des gens qui vont se dire, moi, c'est ma maison familiale, je veux absolument que ce soit ce genre de type de constitution de famille qui reprenne le bien, parce que je ne veux justement pas le vendre à un investisseur, je veux quelqu'un qui va vivre le bien, qui parfois demande même à rencontrer les acquéreurs avant de se décider, etc., etc. Donc, on avait toute une série de profils de vendeurs en face de nous. Dans ce que tu dis, je pense que ces clients-là, ils allaient très bien s'entendre avec des vendeurs qui font très attention aussi à qui rachètent leurs biens. Donc, je suis pas sûr finalement que ça va les mettre plus en avant ou moins en avant. On arrive sur une clause où on avait déjà les banquiers et les notaires qui conseillent aux gens de mettre une clause suspensive, même s'il y avait un accord oral de la banque. Je dirais que on va plus refiler à un moment la patate chaude à la banque, de dire, en fait, il va falloir qu'on sache avant ou plus rapidement ou de façon plus sûre, est-ce que le crédit est accepté ou pas accepté. Et donc, c'est rajouter pour moi un élément qui est peut-être pas le plus malin dans la transaction en tant que telle. Ok. Prochaine mesure. La majorité simple pour les rénovations en copropriété. Actuellement, il était obligatoire d'obtenir une majorité pour lancer des travaux de rénovation énergétique en copropriété. Vu que j'imagine il y a un souhait d'accélérer les rénovations du parc immobilier, notamment bruxellois, mais des grandes villes de manière générale, c'est quelque chose que la coalition Arizona souhaite contrer. Tu m'expliques rapidement? Alors, à l'heure actuelle, pour les travaux que tu viens d'évoquer, il faut généralement 75% d'accord à l'AG, 80% si on touche vraiment à du structurel lourd. Demain, on va la passer à 50% plus un vote, donc 51 si jamais on est 100, mais voilà. De nouveau, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Pourquoi? Alors, on a plein de cas de figure différents. Si, dans une copropriété, ça bloquait de 30% ou de 40% de la part des copropriétaires parce qu'il y a un problème financier derrière, passer à 50%, de nouveau, c'est d'aller mettre une charge financière sur les épaules les plus frêles. Et ça, c'est absolument pas spécialement opportun ou malin. Là où, effectivement, on pourrait dire que c'est malin, c'est que, pour discuter avec pas mal de nos clients, rarement, quelqu'un du rez-de-chaussée va comprendre pourquoi il faut refaire une isolation de la toiture, et celui qui est en toiture va rarement comprendre pourquoi on va aller isoler le plafond de la cave. Là, effectivement, dans ce cadre-là, ça permet d'un peu faire sauter la négation juste parce qu'on n'a pas envie de dépenser un petit sou, parce qu'on n'a pas encore compris que on habite en copropriété, c'est notre bâtiment à tous, c'est pas juste mon appartement par rapport à tous les autres. Donc sur ce fil-là, je peux plus ou moins le comprendre, mais dans les faits, de nouveau, c'est
ça va être un problème financier et c'est pas idéal pour les gens qui ne savent pas se permettre parce que c'est souvent des travaux quand même assez lourds et assez conséquents au niveau financier. Et donc si on ne sait pas se le permettre, ben, ça va peut-être aussi forcer des ventes là où les gens pouvaient juste se le permettre et attendre la bonne prime allez, pour les rénovations ou à un moment d'avoir un bain financier plus conséquent pour pouvoir se le permettre. Quoi. 6 primes il y a. 6 primes il y a. 6 primes il y a un jour où il sera de retour. Tout à fait. Ok, prochain changement, l'accès automatique des banques à la donnée PEB. Actuellement, les banques devaient demander le PEB aux futurs acquéreurs. Aujourd'hui, ils vont avoir accès automatiquement à cette base de données sans devoir faire une quelconque démarche supplémentaire. Exact. Qu'est-ce que tu perçois de ce changement et finalement, qu'est-ce que ça va changer sur le marché? C'est ce que je disais en début de podcast, hein, ça va juste quelque part être encore plus compliqué pour avoir un crédit ou d'avoir en tout cas un taux plus lourd quand on est dans un mauvais PEB. Je suis pas sûr que ce soit parfait. On aurait, et là on va changer de sujet de podcast, hein, on aurait un PEB qui fonctionne parfaitement. Il n'y aurait pas d'objection sur son fonctionnement. On serait tous d'accord pour dire que en fait c'est très clair, que ça permet de vraiment comparer des pommes avec des pommes. On pourrait quelque part entendre que ça rentre dans le jeu. Maintenant, le PEB, il faut pas oublier que quand il est sorti les premières fois, c'était à titre indicatif. Et on a fait évoluer ça à titre punitif aujourd'hui. Et là, c'est de nouveau... Contraignant, en tout cas. Ouais. C'est même, je pense qu'on est en train de dépasser le contraignant. On est vraiment en train de dire... Si pour 2033, on n'a pas fait telle rénovation, ben, en fait, c'était l'amende. En fait, si on achète un bien, alors du coup, avec tel PEB, ben, en fait, tu n'auras peut-être pas ton crédit ou alors tu vas payer plus cher. Et l'indexation des loyers aussi. Et l'indexation des loyers qu'on avait vu il y a quelques temps. Donc, on a tous ces éléments-là, quelque part, qui arrivent dans le jeu au niveau du PEB. Et ce qui est dommage, c'est qu'on va parfois brûler les étapes. Je pense qu'on aurait quelque chose de nouveau sur lequel tout le monde est d'accord. On pourrait, je pense, beaucoup plus facilement l'entendre que la banque aussi prend un risque en octroyant un crédit et qu'elle doit se prémunir de telle ou de telle façon. Je pense que c'est assez logique, mais tant que le système ne fonctionne pas, c'est un petit peu comme la grille des loyers. Aujourd'hui, on va nous imposer des éléments avec une grille des loyers, sauf qu'un espace extérieur, peu importe qu'il fasse 50 cm² ou qu'il fasse 35 m², ça reste un espace extérieur. Ça ne fonctionne pas. Il faut les valoriser de la même manière. Exactement. Donc tous ces éléments-là, pour l'instant, ne sont pas assez poussés ou assez justes que pour pouvoir l'utiliser de la façon dont le gouvernement nous impose de l'utiliser. Après, il y a une vraie réforme du PEB. J'ai rencontré Alain Marron la semaine passée, qui est venu sur le podcast également, et qui avait l'air de jongler, en tout cas de minimiser les potentielles amendes qui tomberaient sur les propriétaires en 2033. À voir un petit peu comment on va être mangé, ça c'est clair, ou en tout cas à quelle sauce on va être mangé. Wait and see, de nouveau. Wait and see, ça fait partie de tous les éléments sur lesquels on n'a pas de boule de cristal et on fait très peur aux consommateurs. Je pense qu'on ne se rend pas compte qu'avec tout le bashing qui est fait, on a vraiment des gens qui sont parfois inquiets de leur PEB, de la potentielle revente, de l'achat, de la location même dans certains cas, alors qu'on a des systèmes qui continuent à évoluer. Je me souviens les premiers certificats PEB, on faisait limite attention au double vitrage. Alors, bien entendu, j'exagère très fort, je m'excuse pour tous les certificateurs PEB de l'époque, mais c'était un des plus grands éléments. Puis après, c'est passé sur les chaudières, puis après, c'est passé au niveau de l'isolation et les superficies et des surfaces de déperdition qui sont aujourd'hui les plus pointées du doigt. Et je pense que ça va continuer à évoluer parce que ça doit évoluer. Et tant que c'est pas le cas, aller menacer d'amende ou quoi que ce soit, c'est pas toujours malin, et on est plutôt mieux d'accompagner les gens pour comprendre comment consommer d'une bonne façon plutôt que directement aller leur dire d'aller mettre toute une cage autour de leur appartement, et on va avoir d'autres soucis parce que les gens ne savent pas aérer généralement leurs biens, donc ça crée des problèmes d'humidité quand c'est trop bien isolé. Enfin, voilà. Il y a plein de petits bonheurs qu'on pourrait discuter dessus, qui n'est pas toujours simple. Je challenge
un cran plus loin. De toute manière, les banques avaient accès au... Ils avaient accès en le propriétaire était dans demandant, c'est ça, l'obligation- exact. L'acquéreur était dans l'obligation de soumettre ce PEB. Donc finalement, est-ce que ça ne lève pas une complexité administrative supplémentaire et du coup raccourcir l'obtention du crédit ou les conditions? Je pense qu'effectivement, il y avait de toute façon la facilité d'avoir. À Bruxelles, le registre PEB est aussi ouvert, donc on peut aller chercher, moyennant une petite recherche assez simple, en tout cas la lettre du PEB. Le seul point, c'est que je pense que ça va peut-être enlever une étape de discussion. En fait, on a vu que le PEB était mauvais, automatiquement le crédit est refusé parce que vous êtes dans telle ou telle condition. Peut-être que si on vient avec son PEB chez son banquier, qu'on a préparé son dossier, qu'on peut expliquer les choses, peut-être que ce sera mieux défendu derrière au siège, que ça permet du coup de limiter soit un refus, soit un crédit trop cher derrière. On a vu ça, des banques qui refusaient catégoriquement de financer un bien avec un PEB F ou G. Quand les cotes-parts étaient trop justes, si je peux me permettre la réponse, c'est parce que tu voulais emprunter un certain montant et que clairement tes revenus étaient insuffisants pour pallier une éventuelle rénovation à faire dans les X années avant que la législation devienne ultra contraignante. Là, on disait, il n'y aura pas d'évolution parce que les revenus ne risquent pas d'augmenter sensiblement et donc ça ne marchera pas et il y avait des refus parfois. Ok, on reste un peu dans la même ordre d'idée. On parle aussi d'un assouplissement pour les prêts hypothécaires verts, où finalement le gouvernement il veut faciliter l'accès au crédit pour l'achat de biens performants et énergétiquement parlant. Est-ce que concrètement il y a quelque chose qui va changer, parce que c'était déjà plus ou moins le cas, non? C'est ça. Okay. Tu mets le doigt dessus, c'était assez le cas, donc je vois pas trop, j'ai pas vu en essayant d'analyser au mieux la note vraiment un vraiment game changer sur ce point. Ok, bon, prochaine étape, du coup, la baisse et l'augmentation de la TVA sur certains systèmes de chauffage. En tout cas, on va faire un peu un système de vase communicant en augmentant à certains endroits et en diminuant à certains endroits. Tu nous fais le topo? Je peux essayer de faire le topo. Oui, donc on a la TVA qui était sur le charbon qui a passé de 12 à 21%, le gaz de 6 à 21%, et l'électricité des pompes à chaleur qui va diminuer. Je précise des pompes à chaleur parce que le chauffage électrique, même s'il est aussi l'électricité, lui, il est globalement assez détesté par le certificateur PEB, donc là, ça ne changera absolument pas. Et du coup, pour ce qui est du mazout, on passe de 6 à 21% aussi, j'imagine? Oui, tout à fait. Mais le mazout, c'est encore un cas à part. Il y a quand même toutes des évolutions dans la législation qui sont soit actives ou qui arrivent, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, qui visent à interdire les nouvelles chaudières à mazout. Ok, super clair. Il y a finalement cette question qui reste, à mon avis, en suspens concernant la taxation basée sur les loyers réels. Est-ce que finalement il a été évoqué à un certain moment ou non d'avoir cette taxation? Enfin, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est récurrent, qui revient à chaque fois sur la table des négociations. Et puis, est-ce qu'il y a une avancée majeure là-dessus? Alors, c'est effectivement une chimère pour laquelle que l'on voit passer de temps à autre au fil des mois, des années plutôt. Et donc, clairement, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Au même titre qu'une des chimères, c'était la taxation sur les plus-values, et on l'a vu arriver. Donc, idem. Est-ce que ce sera le cas pour, en tout cas, un prochain gouvernement? On devra attendre. Ok. Pour clôturer, finalement, sans vous faire le porte-parole de tous les experts comptables ou de tous les agents immobiliers, mais est-ce que vous avez l'impression que ces mesures, elles vont avoir un impact quelconque, positif, négatif, sur le marché immobilier? On l'a dit, le marché du neuf, il se porte pas super bien. Il y a des prix qui flambent au niveau de la location. Donc, faire peur aux investisseurs, c'est peut-être aussi un peu dangereux, surtout avec les autres impositions qui sont arrivées. Vous en avez parlé, les loyers abusifs ou l'interdiction d'augmenter son loyer entre deux baux de courte durée. Est-ce que finalement, tout ça mis ensemble, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur le secteur? On a des éléments qui ont un impact, pour moi, très concret sur le secteur. La Wallonie qui abaisse ses droits d'enregistrement du 3%,
c'est un vrai impact pour le premier achat immobilier. Pour les autres mesures, le problème, c'est que, et on a, je pense, bien détaillé dans tous les différents exemples qu'on a donnés dans le podcast, c'est que c'est la classe moyenne, ou quand je dis la classe moyenne, c'est celui qui a le potentiel d'avoir son premier ou son deuxième investissement qui, lui, va subir le plus. Le gros investisseur qui a déjà un beau parc immobilier constitué, au final, oui, ce sont quelques lignes dans son tableau Excel de rentabilité qui vont être changées, qui vont être modifiées à gauche ou à droite, mais ça va pas avoir un impact aussi conséquent que pour quelqu'un qui se dit, allez, j'y vais, je me lance, j'essaie de me garder quelque chose. Souvent, comme on l'a très bien dit, pour la pension, là, effectivement, lui, il va avoir de nouveau. Donc, par rapport à souvent ce qu'on entend de nos politiciens de protéger la classe moyenne, même si déjà être propriétaire et propriétaire de deuxième bien, est-ce qu'on est encore dans la classe moyenne? Ça va dépendre de la couleur politique dans laquelle on se trouve. Il faut être assez cohérent par rapport à ça. Mais c'est cette classe-là qui, pour moi, de nouveau, est en train de faire les frais des décisions du gouvernement. Hassan, toi qui es en contact quand même avec beaucoup de personnes qui cherchent à optimiser finalement leurs finances, hein, quel est le retour du terrain et oui, quelles sont les questions qui amènent ce changement de gouvernement avec toutes ces nouvelles mesures et comment toi tu as tendance à rassurer tes clients pour le futur? Je pense que de manière générale, lors des dernières élections, il y a eu beaucoup de promesses sur le fait que les épaules les plus larges devaient contribuer un peu plus. Et ça, c'était l'ambition du gouvernement. Alors, la force des choses a fait que les négociations de formation du gouvernement ont pris tellement de temps, je pense qu'on est passé un tout petit peu à côté des promesses électorales. Sans rentrer dans certains débats philosophiques, est-ce que c'est l'attrait à un politique de manière générale, mais globalement, si on veut être un peu concret, on aurait dû permettre à certaines poches d'être allégées. D'accord. Et donc, tu parlais de la classe moyenne, alors il faut encore la définir et je suis d'accord avec ça, mais globalement, l'idée c'est d'avoir plus de pouvoir d'achat. D'accord. Et donc, plus de facilité à l'obtention de certaines opérations immobilières pour développer son patrimoine. Okay. Un principe de solidarité. Mais encore une fois, je pense qu'on a mis à côté, en tout cas, on n'a pas vraiment réussi à marquer des points concrets sur certaines mesures qui ont été mises en place. Alors, c'est un exercice extrêmement compliqué et je ne jette pas la première pierre, hein, c'est vraiment complexe et il y a énormément de négociations, mais globalement, je pense que le temps a fait en sorte que on a dû arriver sur un accord, mais cet accord est un peu en deçà des promesses qui ont été effectuées. Oui, et puis tu parlais des épaules les plus larges, hein, mais on a aussi argumenté sur le fait que les épaules les plus larges, elles se constituaient en société, elles avaient la possibilité de optimiser leur fiscalité, etc. Là, est-ce qu'on n'est pas en train de taper juste à côté? Effectivement, je suis de ton avis en tout cas pour ce sujet-là et globalement si on regarde un peu sur le terrain, nos clients, clairement ça a créé une énorme, je vais dire, inquiétude dans leurs chefs. Alors que ce soit dans la fuite, dans la presse de différentes super notes, d'ailleurs on a essayé de faire, si tu te souviens, plusieurs fois ce podcast et on a décidé, je pense qu'on a eu raison d'attendre l'accord du gouvernement. Maintenant on va attendre que la loi soit votée pour être sûr d'avoir les différentes dernières mesures, mais ça crée une inquiétude et ça crée forcément des attentes et donc parfois en fait des comportements qui sont peut-être un peu rapides sur certains investissements, sur d'autres, sur une revente et ce genre de choses, mais globalement au cabinet on rassure énormément pour l'instant, on garde la même ligne directrice, c'est-à-dire a priori pas d'effet rétroactif dans la loi, on attend les nouvelles mesures pour pouvoir conseiller le client et avancer. Ok. Du coup, pour clôturer, quel serait votre conseil, si ce n'est wait and see, pour les investisseurs, pour les acheteurs dans ce contexte actuel? Au niveau de l'acheteur, globalement, c'est souvent, moi j'explique à mes propriétaires que dans un achat personnel, on a le rationnel et l'émotionnel dans un achat immobilier. Toutes les contraintes qui sont mises en place, parfois, je trouve, relaient cet émotionnel à un second plan. On a plus de rationnel qui commence à arriver avec le PEB, avec le crédit, etc. Alors qu'on avait déjà quand même beaucoup à la base. Je pense que l'acheteur, il va continuer à avoir la même vision. C'est se dire,
Est-ce que je veux déménager? Oui. Pourquoi est-ce que je veux déménager? Est-ce que je me vois vivre dans l'endroit dans lequel je suis en train de faire ma visite? Si tout ça, ça rentre, que ça rentre dans ses finances, il n'y a pas de raison d'aller repousser un achat ou quoi que ce soit. L'investisseur, wait and see, parce que pour l'instant, c'est un petit peu trop flou. Bien faire les calculs, bien s'entourer effectivement pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Et donc là aussi, que ce soit des fiscalistes ou des agents immobiliers qui connaissent leur domaine, jamais hésiter à aller un petit peu questionner pour être sûr de ne pas louper quelque chose, parce que c'est quand même pas une baguette de pain qu'on achète, donc ce serait dommage de se planter. Ça, je te vois hocher de la tête, effectivement, bien se faire entourer, c'est ton mot de la fin. Clairement, en tout cas, l'accompagnement d'un expert comptable, d'un expert immobilier fera en sorte qu'on puisse déjà répondre à toute une série de questions et d'inquiétudes globalement. Et de manière générale, soyons pragmatiques, attendons les mesures votées concrètes et de là, on pourra prendre des décisions. Merci beaucoup à tous les deux.